Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 8, synchronicité historique. Il existe des coïncidences historiques qui semblent tellement troublantes et incroyables que beaucoup de gens attribuent à des puissances supérieures. Par exemple, Stephen Hawking, l'un des plus grands esprits scientifiques des temps modernes, aurait eu du mal à déterminer les probabilités exactes que son propre anniversaire, le 8 janvier 1942, tombe le 300e anniversaire de la mort d'un autre grand scientifique, à savoir Galileo Galilei, plus connu comme Galilée. De plus, sa mort est survenue le 139e anniversaire d'Einstein, le 14 mars, jour pi, lorsque le calendrier indique le 14e jour du 3e mois de l'année. Et c'est très loin d'être le seul exemple d'une telle synchronicité. Romulus était le fondateur de Rome et son premier roi, et le premier empereur romain était Augustus ou Auguste en français. Mais lorsque l'Empire romain s'est effondré, par coïncidence, son empereur qui l'a vu brûler était Romulus Augustus. Cela peut paraître trop absurde pour être une simple coïncidence, mais il y a pire. Si on avance quelques années en avant, Thomas Jefferson, l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique et troisième président du pays, est décédé le 50e anniversaire du 4 juillet, jour de l'indépendance américaine. Tout comme John Adams d'ailleurs, son prédécesseur et deuxième président des États-Unis. Suivant les traces de cette tradition morbide, un autre de leurs collègues pères fondateurs, James Monroe, est lui aussi 5e président des États-Unis, est décédé 5 ans plus tard seulement, encore une fois, le 4 juillet. Malédiction des pères fondateurs ou simple coïncidence. Gengis Khan, quant à lui, est devenu célèbre pour ses violentes conquêtes sur tout le continent eurasien et son descendant direct, Amir Timur, plus connu sous le nom de Tamerlan, a été le premier dirigeant de la dynastie turco-mongole timouride, de 1370 jusqu'à sa mort. Mais le 20 juin 1941, des archéologues de l'Union soviétique ont découvert sa tombe et y ont trouvé une inscription terrifiante disant « Quiconque ouvrira ma tombe déchaînera un envahisseur plus terrible que moi ». Et 2 jours plus tard seulement, les nazis ont lancé leur invasion de l'URSS avec l'opération Barbarossa. Autre casse-tête historique est que la masse de la Grande Pyramide est estimée à près de 6 millions de tonnes. Et si l'on multiplie cela par 100 millions, on obtient la masse approximative de la Terre. De plus, les coordonnées géographiques exactes de la Grande Pyramide de Gizeh sont les suivants. Un chiffre correspondant exactement à la vitesse de la lumière en mètres par seconde. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Simple coïncidence ou y a-t-il quelque chose de plus? Numéro 7. La divinité aux 7 têtes. L'une des plus grandes coïncidences du monde antique et l'une des figures les plus récurrentes est une divinité à 7 têtes. Certains pourraient l'appeler une hydre de Lerne, mais apparemment, une telle divinité était vénérée dans la tradition de plusieurs civilisations antiques. Des Grecs de l'Antiquité aux Aztèques en passant par la Sibérie jusqu'en Inde, cette mystérieuse divinité aux 7 têtes a joué un rôle central dans les croyances religieuses de plusieurs civilisations. Par exemple, dans la Bible, le livre de l'Apocalypse mentionne une bête serpentine à 7 têtes. Et cette représentation très bizarre d'une créature à 7 têtes a été retrouvée en Russie sous forme de pétroglyphes sculptés dans la roche il y a plus de 5000 ans. Mais que représente au juste cette créature et pourquoi fascine-t-elle autant de civilisations? Hélas, il n'y a pas vraiment de réponse claire. Dans la tradition aztèque, elle représente la déesse de la fertilité nommée Chicomeocoatl. Elle y est décrite comme une femme ayant 7 têtes reptiliennes. Au Mexique, les archéologues ont trouvé des représentations qui la montrent portant le soleil comme une sorte de bouclier. D'ailleurs, ce bouclier est quasiment identique à ce dessin présent dans le pétroglyphe russe. Pourtant, les deux représentations ont été faites à des milliers de kilomètres l'une de l'autre et à plusieurs milliers d'années d'intervalle. Mais il y a aussi la divinité hindoue Manasa, qui est la déesse des serpents. Elle aussi représentée avec 7 serpents surgissant d'un globe au-dessus de sa tête. Mais il existe aussi une autre divinité serpentine à 7 têtes appelée Mushag, cette fois-ci vénérée par les Assyriens et les Sumériens. Et bien sûr, n'oublions pas la plus connue et la plus emblématique de toutes, l'hydre de Lerne de la mythologie grecque. Différentes cultures de différentes époques semblent toutes avoir leur propre version d'une divinité serpentine à 7 têtes qui s'avère très souvent être féminine. Alors, simple coïncidence historique ou un peu plus que ça? Numéro 6.
Romulus et Moïse. L'histoire de Rémulus et Romus, les fondateurs de Rome, partage quelques similarités très étonnantes avec à la fois les histoires de Moïse et Osiris, le dieu égyptien. Le fil conducteur entre ces 4 personnages historiques est qu'ils ont tous commencé leur vie ou leur nouvelle vie en flottant sur une rivière, et les 4 ont été abandonnés dans l'espoir d'échapper à une forme ou une autre de persécution, et toujours sous la menace d'une figure masculine. En réalité, les histoires sont tellement similaires qu'on pourrait parfois les confondre. De la fondation de la ville de Rome dans l'Antiquité à la religion des Égyptiens en passant par l'histoire biblique. Concernant Romulus et Rémus, les 2 frères jumeaux sont abandonnés dans un panier sur le Tibre par leur propre mère qui voulait les sauver de son frère qui a ordonné de les jeter dans le fleuve par peur qu'ils ne prennent son trône. Ils seront finalement découverts par une louve qui allait les élever comme ses propres louveteaux. Pour ce qui est d'Osiris, il fut leurré par son propre frère Seth pour l'enfermer dans un coffre qu'il jeta dans le Nil et s'empara par la même occasion du pouvoir, avant que la femme d'Osiris et sa sœur par la même occasion. Ah, ces Égyptiens. C'est donc sa femme et sa sœur Isis qui retrouvent le corps de son mari du côté de Byblos qui se trouve aujourd'hui dans l'actuel Liban, événement qui a marqué sa nouvelle vie puisqu'il sera ressuscité dans le monde des morts où il régnera. Et puis il y a Moïse, qui lui aussi a été envoyé dans un panier sur les flots du Nil par sa propre mère pour le protéger du pharaon qui tentait de l'éliminer en exterminant systématiquement tous les enfants nés à la même période. Ironie du sort, c'est la fille du pharaon qui a découvert Moïse et qui l'a élevé comme son propre enfant. Se pourrait-il que ces histoires se soient inspirées les unes des autres ou bien ce n'est qu'une simple coïncidence? Numéro 5. Vikings sud-américains. Les Vikings étaient des navigateurs et des explorateurs émérites aux exploits légendaires. Mais il s'avère que leurs exploits sont encore plus impressionnants et on les avait sous-estimés. Il est désormais prouvé que les Vikings ont atteint le continent nord-américain avant n'importe quel autre Européen. Ils s'étaient installés au Groenland où ils avaient vécu pour des décennies avant d'atteindre la pointe nord-est de ce qui est aujourd'hui le Canada. Ils ont même créé des colonies dans ce qui est aujourd'hui la province de Terre-Neuve et Labrador au Canada. C'est là qu'ils ont installé la première colonie permanente européenne en Amérique, connue aujourd'hui comme L'Anse aux Meadows. Mais les scientifiques pensaient qu'ils ne s'étaient pas propagés au reste de l'Amérique du Nord. Mais il s'avère qu'ils ont dépassé l'Amérique du Nord et sont même arrivés en Amérique du Sud, et encore une fois, avant n'importe quel autre Européen. Cette découverte qui vient bouleverser nos connaissances est d'autant plus impressionnante quand on sait qu'elle a été prouvée scientifiquement par les restes momifiés d'un homme et de 2 chiens découverts lors des fouilles archéologiques de la mission française dans le désert d'Atacama au Chili. C'est en 1942 que les vestiges de ces chiens furent étudiés par le docteur Madeleine Friand, qui a conclu que les chiens d'Atacama, au front étroit et à la haute cavité crânienne, étaient tout simplement des bergers danois, proches du chien de néolithique de Bundgo qui a vécu au Danemark, mais différents de ceux de nos jours. Ces chiens ont donc débarqué sur le continent sud-américain bien avant l'arrivée des Espagnols et la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Encore plus troublant, des chercheurs avaient découvert en Colombie, dans le très mystérieux site de San Agustín, connu pour ses dolmens, sculptures et statues créées par une civilisation mystérieuse qui est toujours inconnue. Mais on y retrouve aussi et surtout des runes nordiques distinctives des Vikings dessinées sur des statues de pierre. Mais aussi au Pérou, des chercheurs ont retrouvé ce qui ressemble étrangement à des runes vikings sur des urnes Nazca, des runes quasi identiques à celles des Vikings, ce qui prouve qu'ils n'ont pas seulement atteint les côtes sud-américaines et lâché quelques chiens, mais ils ont aussi interagi avec les populations locales et laissé leurs traces. Numéro 4. Calendrier antique. Il existe 2 systèmes de calendrier qui ont tellement en commun qu'il semble improbable qu'ils aient été créés indépendamment les uns des autres. En tout cas, c'est ce qu'avance une étude menée par David H. Kelly, publiée dans le magazine Precolumbiana. Et attention, ce n'est pas n'importe qui. Kelly est un archéologue et épigraphiste qui a travaillé à l'université de Calgary au Canada et est devenu célèbre dans les années 60 pour ses grandes contributions au déchiffrement de l'écriture maya. Son article « Composants asiatiques dans l'invention du calendrier maya » a été écrit il y a près de 30 ans, mais ce n'est que récemment qu'il a été publié pour la première fois dans Precolumbiana. L'hypothèse largement controversée avance que les calendriers indiquent des contacts entre l'Eurasie et la Mésoamérique il y a plus de 1000 ans, ce qui contredit la théorie bien plus établie selon laquelle un tel contact ne s'est produit qu'il y a seulement quelques centaines d'années. Il avance grosso modo qu'une civilisation mésoaméricaine, comme par exemple les Mayas, aurait pris la mer et aurait même atteint les côtes
chinoise et se serait inspiré de leur calendrier. Et même si l'hypothèse paraît quelque peu tirée par les cheveux, les similarités entre les deux calendriers sont bien présentes et même assez bouleversantes. Dans les deux systèmes de calendrier, les jours sont associés à divers éléments, eau, feu, terre, etc., mais aussi aux animaux. Et c'est là que les similitudes vont même encore plus loin, puisque les mêmes jours dans les deux calendriers sont associés à un cerf, un chien et un singe. Les animaux d'autres jours sont également très similaires. Par exemple, un jour dans le calendrier maya est associé à un jaguar, et le même dans le calendrier chinois est associé à un tigre. Un autre jour est associé au crocodile dans le calendrier maya et en chinois au dragon. Les associations sont essentiellement similaires, bien que les manifestations spécifiques diffèrent selon la faune locale ou les connaissances des populations. Alors, simple coïncidence ou non, à vous de me le dire. Numéro 3, l'énigme égypto-inca. L'une des plus grandes coïncidences historiques implique l'empire inca et l'Égypte antique. Et malgré les milliers de kilomètres qui séparent les deux civilisations, elles semblent présenter un nombre de similitudes assez troublants. Tout d'abord, les deux cultures bâtissaient des pyramides qui étaient alignées avec les 4 points cardinaux, et les deux civilisations apprêtaient leurs défunts avec des bijoux de grande manufacture. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Les deux civilisations utilisaient les animaux pour symboliser toutes sortes de concepts et de notions dans leurs sociétés respectives, allant du pouvoir à la mort. Et n'oublions pas les momies. Et les Incas et les Égyptiens pratiquaient la momification avec une obsession assez troublante. Et bien que leurs techniques d'embaumement et de momification soient quelque peu différentes, les deux cultures pratiquaient ce rite funéraire préservant le corps des défunts afin que leur âme puisse voyager vers l'autre monde, ce qui est en soi une coïncidence assez mystérieuse. Même si les Incas étaient un peu plus portés sur les sacrifices humains, comme d'ailleurs toutes les civilisations mésoaméricaines, contrairement aux Égyptiens. Néanmoins, il existe d'autres similarités encore plus frappantes. La plus importante étant leur divinité. En Égypte, le premier dieu du panthéon égyptien est le dieu soleil Ra. Les Incas, quant à eux, vénéraient le dieu nommé Inti, qui lui aussi était une personnification du soleil. Bien sûr, des dieux représentant le soleil ont existé dans plusieurs civilisations. Pour certains, Jésus lui-même était une représentation du soleil. Et bien sûr, en poussant les interprétations, tout peut représenter la chose et son contraire. Mais c'est votre interprétation qui m'intéresse. Coïncidence historique ou mystère à percer. Numéro 2, néanmoins. Si vous avez déjà visité l'Égypte, vous vous êtes sûrement posé la question de savoir où sont passés les nez de la majorité des statues, le plus connu étant celui du Sphinx. D'ailleurs, le phénomène touche la majorité des statues anciennes, égyptiennes ou pas. Et non, ce n'est pas une question de fragilité. Est-ce une simple coïncidence alors? Eh bien pas vraiment. Au cours de l'Antiquité, les statues ne sont pas considérées uniquement comme des représentations, elles sont aux yeux du peuple antique une véritable incarnation spirituelle. Ils croyaient que l'âme du défunt pouvait investir la statue. C'est pour cette raison qu'à n'importe quelle instabilité politique ou religieuse, les personnes au pouvoir s'attaquaient en premier aux statues de leurs rivaux ou bien aux statues des ancêtres de leurs rivaux pour imposer leur supériorité. Les statues ont donc bien souvent été détruites par des opposants politiques ou religieux. En Égypte, la plupart des nez ont été cassés à l'époque pharaonique de 3000 ans avant Jésus-Christ à 284 après Jésus-Christ, ou bien à la fin de la période antique de 234 à 700 après Jésus-Christ. À l'époque pharaonique, les anciens rituels étaient encore pratiqués et le but des dégradations était d'empêcher un individu ou un roi de tirer profit du rituel. La destruction des statues est d'ailleurs strictement interdite. Il existe de nombreuses inscriptions dans les tombeaux à toutes les époques qui maudissent quiconque endommage les statues ou les bas-reliefs à l'intérieur de la tombe. Le nez étant l'organe qui prend le souffle de vie, casser le nez, c'est priver la source de vie. C'est pour cette raison qu'ils étaient si souvent visés. Et c'est d'ailleurs la stratégie adoptée par les pilleurs de tombes qui cassaient systématiquement les nez des statues afin d'échapper aux représailles de l'esprit et de son courroux. Dans les temples ou dans les tombes, la partie endommagée est la partie qui avait une fonction pendant un rituel. Si le rite requiert que la statue sente, voie, entende ou encore mange, alors le nez, les yeux, les oreilles ou la bouche étaient détruits pour empêcher le rite de fonctionner. Numéro 1. Les pierres dressées. Personne ne sait pourquoi nos lointains ancêtres ont commencé à bâtir des structures mégalithiques avec une similarité frappante tout autour du monde. Là où il y avait civilisation humaine, il y avait d'énormes pierres dressées, des mégalithes, des menhirs ou des structures similaires.
Stonehenge en est peut-être l'exemple le plus connu, mais très loin d'être le seul. La réalité est que des Stonehenge peuvent être retrouvés sur à peu près n'importe quel continent. L'un des exemples les plus denses de ce phénomène se trouve en Bretagne avec les alignements de Carnac, des ensembles de pierres dressés en lignes parallèles qui s'étendent sur plus de 4 km et comptent près de 3000 pierres dressées depuis plus de 4500 ans. Il y a aussi le Rouge Melliri en Syrie, composé d'un tumulus au centre, entouré de cercles concentriques, composé de 40 000 pierres, déposées là près de 3000 ans avant notre ère. L'on existe en Espagne et aux quatre coins de l'Europe, et même dans plusieurs pays d'Afrique, les plus connus étant les célèbres cercles mégalithiques de Sénégambie. Mais il semblerait qu'il y en ait une concentration toute particulière au Royaume-Uni, du cromlech de Drumbeck en Irlande, en passant par les Rollright Stones d'Angleterre, et enfin le site de Callanay au Callanish en Écosse, pour ne citer que. Les similarités entre les différentes structures restent très frappantes. Et pourtant, personne ne peut avancer de réponse claire à la question de savoir pourquoi nos ancêtres, tout autour du globe, ont eu cette même idée de dresser d'énormes pierres, dans la majorité des cas, en cercle. Et cette incroyable découverte est sortie de terre en Inde, découvre-la en cliquant sur cette vidéo.